Bon, 2024 me semble être passé en un clin d'œil et nous voici désormais rassemblés pour les traditionnels top et flop de fin d'année. Et comme les années précédentes, ils n'ont pas été faciles à faire pour moi, surtout en ce qui concerne le top. Mais j'ai réussi à vous ressortir 20 films en tout, certains que je vous recommande et d'autres pas. Et nous pourrons nous en moquer gentiment. Voilà. Évidemment, nous allons commencer par ces derniers, les flops de l'année. Les films les plus mal fichus, les plus incompréhensibles, les plus décevants, voire même ceux qui ne devraient tout simplement pas exister. Oui, il y en a. C'est évidemment subjectif et si vous avez aimé l'un de ces films, vous avez bien sûr tort. Ça va, je rigole, vous avez le droit. Clin d'œil. Bref. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce flop 10 des pires films d'horreur de l'année 2024, et on commence tout de suite avec la 10e position. Commençons avec un cas un petit peu particulier. Speak No Evil de James Watkins, remake américain de l'excellent film éponyme de Christian Tafdrup, sorti il y a seulement 2 ans. Et vous vous en doutez peut-être, mais voilà mon premier problème. À quoi bon réaliser un remake d'un film sorti il y a si peu de temps ? C'est juste ridicule. Tous les points forts de cette nouvelle version se trouvent déjà dans l'original, et pour les ajouts ou les modifications propres à cette seconde lecture, j'ai tout trouvé absolument catastrophique. Chaque choix amoindrissait l'impact que possède le métrage de Tafdrup et contribuait à lisser ce remake qui manque définitivement de personnalité et de courage, et va jusqu'à transformer la fin de son aîné, hyper marquante et même traumatisante pour certains spectateurs, en une happy end dénuée de toute substance, neutre au possible et finalement très américaine. Tout le suspense et l'ambiguïté que le premier film parvenait à instaurer sont totalement absents ici, puisque le poteau rose ne fait jamais aucun doute et que le film exprime assez clairement d'entrée de jeu la nature de notre étrange couple. Tout ce qui faisait le succès du film original est simplement absent ici. Et même si McAvoy est impressionnant, comme à son habitude, il est trop clairement méchant. On n'a plus le mystère si important pour la mise en place de l'atmosphère du seul vrai Speak No Evil. Un échec total, un remake inutile, un projet qui n'a pas de raison d'être. Merci Blumhouse, bien sûr. Pas les derniers pour signer des projets sans aucune âme, mais prompts à générer de la bonne tunasse très facilement. Ah, j'aime Blumhouse. On enchaîne avec un projet étrangement similaire au précédent. The Strangers Chapter 1, reboot de la saga, si l'on peut dire, de Strangers. Ce nouveau volet demandé par pas grand monde signe le retour sur le devant de la scène de Ronnie Harlin, un cinéaste emblématique des années 90, ainsi que celui d'un trio emblématique également, mais néanmoins toujours de niche, d'antagonistes masqués. Ce film sera en plus le premier d'une nouvelle trilogie dont tous les opus sont tournés en même temps, ce qui est bien sûr un choix étrange et d'autant plus critiquable que ce premier épisode n'est pas des plus convaincants. Voilà, je le dis. Disons qu'il enchaîne tous les clichés du genre sans aucune vergogne et que le cahier des charges imposé par les producteurs se voit gros comme une maison. Aucune surprise, mise en scène médiocre et indigne du Ronnie Harlin de la grande époque, à grand renfort de jumpscares futiles et grossiers qui ne fonctionnent pas, et en plus cause des problèmes de cohérence et souligne l'effroyable montage du film. Les personnages agissent tous et toujours de façon soit bizarre, soit complètement stupide, et jamais justifiés ni par leur personnalité, ni par les intentions du film, tout simplement absentes. Seule motivation, proposer un survival dans sa forme la plus banale possible, reprendre quelques moments clés du film original sans jamais parvenir ne serait-ce qu'à l'égaler niveau réalisation ou atmosphère. Et en plus, finir sur un cliffhanger vu et revu 1000 fois. Non, ce The Strangers Chapter 1 que j'attendais avec curiosité en tant qu'amateur des 2 premiers films n'est vraiment rien d'autre qu'un pur produit formaté à partir d'une franchise pas trop chère pour essayer, encore une fois, de générer de l'argent à partir de rien. Pas merci. Nouvelle production Blumhouse sur laquelle je ne m'étendrai pas des masses car je lui ai consacré une critique glauque largement à charge il y a quelques mois. Imaginary de Jeff Wadlow, l'immense tâcheron aux bottes de Jason Blum, responsable de certains des plus magnifiques représentants de mes flops au fil des années, comme Nightmare Island ou Action ou Vérité, 2 beaux étrons cinématographiques auxquels vient s'ajouter ce Imaginary dénué de toute
imagination, ce qui est quand même un comble. Et c'est d'autant plus décevant que pour une fois, le principe de départ était un petit peu plus inventif que pour les deux productions précédentes par exemple, et zoulait plus qu'un simple high concept étendu sur 1h30. Pour autant, et c'est vraiment mon principal reproche, quand un film prétend utiliser l'imagination comme terrain de jeu pour créer l'horreur et le fantastique, se contenter d'une dimension fabriquée sur du damier et constituée d'une dizaine de portes, et c'est tout, ben ce n'est vraiment pas très impressionnant, et même les pires épisodes des Griffes de la Nuit faisaient bien mieux plus de 20 ans auparavant. Et à ce constat infligeant vient s'ajouter la mise en scène toujours aussi impersonnelle et lisse d'un Jeff Wadlow, qui n'en finit plus de me convaincre de son manque de talent. Et c'est dommage, car je le répète, le projet de base avait du potentiel. N'en reste que le vide. Tant pis. On enchaîne avec une autre production Blumhouse, la dernière, je vous rassure, en partenariat avec Atomic Monster, la boîte de James Wan qui ne fait finalement guère mieux que Jason lorsqu'il est à la prod, et qui est l'adaptation en long métrage d'un court de 4 minutes sorti il y a 10 ans. Encore une fois, bizarre comme début de projet. Et malheureusement, un peu à la manière d'un Baghead, qui aurait lui aussi pu figurer dans ses flops et qui est exactement dans le même cas de figure, le transfert de Night Swim de 4 minutes à 1h40 ne se passe pas très bien. Et ce qui était une démonstration très courte de tension efficace ne tient plus du tout la route lorsqu'on la transforme en intrigue complète, inintéressante et tirée par les cheveux autour d'une piscine hantée par des fantômes. Une piscine hantée! Et pourquoi pas des toilettes hantées? Bon, ok, ça existe déjà avec Hanako-san, et en plus, Hanako-san, c'est bien mieux. Non, mais ce genre de concept, dès qu'on commence à les expliquer, ça devient juste ridicule. Et Night Swim est très, très ridicule. J'ai eu du mal à écrire sur ce film, vu en tout début de l'année, et dont il ne me reste en tête que les pires idées. On y retrouve tous les clichés du film d'épouvante surnaturel. L'enquête débile et les précédentes victimes, les jumpscares pas du tout subtils et qui, en plus, ne fonctionnent pas la moitié du temps, un concept de départ qui se veut original mais qui est en fait nanardesque, les personnages qui agissent n'importe comment, et d'interminables scènes d'exposition inintéressantes et qui, en plus, ne débouchent sur rien. Il y a bien quelques petites bonnes idées, mais elles sont noyées dans le flot ininterrompu de banalités vues et revues en mieux 100 fois, et Night Swim, une fois fini, disparaît au sein de la vague de production aseptisée du même genre. Le naufrage était inévitable. Ces dernières années, il me faut toujours un film de Charles Band, le boss de la Full Moon, dans mes flops. Sinon, ils sont invalidés. Et en 2024, il nous a donné Death Streamer, qui, je dois bien l'admettre, est tout de même nettement mieux que ses derniers essais, à tel point qu'il a même des notes plutôt positives sur Letterboxd, à ma grande surprise, parce que c'est tout de même sacrément médiocre. Nous y suivons un vampire qui utilise des lunettes Google pour streamer ses meurtres, et auquel un trio d'enquêteurs sur le paranormal va commencer à trop s'intéresser. Comme d'habitude, avec Charles Band, c'est cheap, c'est mal écrit, c'est mal filmé, c'est moche. Déjà, on part plutôt bien. Mais parfois, et la Full Moon en est un bon exemple, des films avec ses défauts peuvent tout de même donner quelque chose de pas mal. Ce n'est pas le cas ici, et c'est même encore pire quand on connaît bien Charles Band. Et malheureusement, c'est mon cas. Le film est quasiment entièrement tourné dans une petite église, et pourquoi pas. Mais si vous connaissez Charles, vous savez que c'est une église qui lui appartient, un peu comme le château de Castle Freak, dont il était d'ailleurs le producteur, pratique pour économiser de l'argent. Si vous aussi vous possédez des églises et des châteaux, n'hésitez pas à produire des films. Mais en plus, dans Death Streamer, il y a un podcast qui apparaît et dont le titre porte le même nom qu'une fête organisée pour Halloween par Charles Band dans cette même église, et dont l'entrée, l'accès, coûte plus de 100$. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie ? Death Streamer est en réalité une publicité géante pour son événement spécial Halloween. Charles Band, producteur et réalisateur de ce film, l'a utilisé pour promouvoir un événement privé censé lui rapporter de l'argent. Voilà pourquoi je déteste le Charles Band post-année 2000. Tous les films qu'il réalise ont pour unique vocation de lui générer de la thune, et ce, même en dehors du cinéma. Quelque part, c'est un génie, mais ce n'est clairement pas un artiste, et Death Streamer est juste une mauvaise publicité bien trop longue, mal jouée et avec un titre bien naze en prime. En plus, il y a plein d'images générées par IA dedans. C'est juste nul, et même les amateurs de films de vampires devraient passer leur chemin. Vous souvenez-vous du film d'horreur Winnie the Pooh ? Eh bien, il a eu une suite cette année à laquelle j'ai consacré une vidéo et elle était curieusement nettement meilleure que le premier opus, à tel point qu'elle n'est pas présente dans cette vidéo flop.
Par contre, d'autres boîtes de prod se sont mises à envier le succès de ces petites productions cheapos, et cela nous a donné, entre autres, l'immonde The Mousetrap de Jamie Bailey, dans lequel un tueur déguisé en Mickey... Je répète, un tueur déguisé en Mickey. Un tueur déguisé en Mickey va tuer plein de jeunes débiles coincés dans un genre de parc d'attractions en intérieur. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur le film en vérité, c'est juste nul à tous les niveaux. Se contenter de faire des références à Mickey dans un film d'horreur, ce n'est peut-être pas suffisant pour faire une œuvre de qualité. Et à vrai dire, dans ce cas-ci, ça n'a même pas été suffisant pour générer la curiosité du grand public, qui me semble être passé à côté de ce film. Et tant mieux. Tout est nul, des effets spéciaux catastrophiques au jeu d'acteurs aux fraises des comédiens, de son intrigue insipide à son montage dramatique, sans parler de cet antagoniste moche et bien naze. C'est grotesque et pas dans le bon sens du terme, et je n'ai même pas l'impression que ça emmerde Walt Disney, c'est dire. Un peu comme pour Charles Band, il y a généralement un film de Marc Polonia dans chacun de mes flops, et c'est souvent un film de requin. J'ai bien un métrage de Polonia dans mon flop cette année, mais c'est un film d'ours tueur. Ou plutôt, un film d'amis imaginaires ours tueurs. Ou plutôt, un film d'amis imaginaires déguisés en ours tueurs. Ou plutôt... Bref, c'est un truc bizarre. Teddy Scair nous raconte l'histoire d'un gars dérangé qui avait des amis imaginaires quand il était petit, et son ami ours va tuer plein de gens. Grosso modo, c'est ça. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, c'est très amateur dans sa mise en scène, Marc Polonia oblige. Et on remarque vite qu'il n'avait pas assez de matière filmée pour faire un long métrage et que donc, il y a des scènes d'exposition qui sont tirées en longueur comme pas possible, avec de longs plans sur des paysages naturels qui n'apportent rien, mais permettent de gagner quelques minutes d'écran. Bon, si ce n'était que ça. C'est juste abyssalement nul, en fait, et même pas très drôle, contrairement à ces films de requins qui parviennent à être drôles pendant 10 minutes à peu près. Bref, là, je parle pour ne rien dire, mais vous avez à l'écran des images qui devraient vous convaincre que Teddy Scair mérite sa place dans ce flop. Bon, on s'enfonce définitivement dans la nudité avec Salem Witch Doll de Daniel Yates. Et vous savez, nous arrivons à un tel niveau de médiocrité qu'en fait, ça devient difficile de savoir quoi dire sur les films en question. Mis à part que tout est raté. Ici, on est censé avoir affaire à une poupée maléfique, mais elle ne sera que très peu présente dans le film, on a plein de meurtres mous en hors-champ, plein de personnages dont on ne connaît même pas le nom, et finalement, à peu près 10 minutes avant la fin, nous apprenons la résolution d'un mystère tellement mystérieux qu'en fait, on n'avait pas compris que nous étions face à un mystère. Ok, c'est cryptique, j'entends. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin, nous apprenons que nous étions en fait face à un genre d'intrigue policière. Et le coupable nous est alors présenté. Le problème, c'est qu'à aucun moment auparavant, nous n'avions compris que nous étions face à ce genre d'intrigue. Le film n'avait jamais établi qu'il y avait ce genre de mystère à résoudre. Nous sommes donc passablement surpris. Pas par l'ingéniosité de cette intrigue policière et de ce mystère qui était ô combien difficile à résoudre, mais par l'incroyable manque de qualité du scénario. Bon au moins on est surpris. Sinon, c'est toujours pareil. C'est laid, c'est bête, c'est mal joué, et qu'est-ce qu'on s'ennuie. Le bonheur. Alors, le film de requin traditionnel de mon flop, le voilà. Mais je vous le dis d'avance, c'est l'un des plus nuls jamais présentés sur ma chaîne. Et pourtant, je vous en ai proposé des gratinés, rappelez-vous-en. Space Sharks de Dustin Ferguson nous raconte une invasion de la Terre par des requins de l'espace. Bon, ils sont genre 3 et ils savent se camoufler, donc il y a plein de moments où on ne les voit juste pas. Et en dehors de ces scènes-là, ils sont juste hideux. Mais je suis surtout surpris par la capacité de ce film qui nous propose de base une invasion de requins de l'espace à être effroyablement banal et à parvenir à nous montrer des balades dans la nature qui durent horriblement longtemps. Ce à quoi on ne s'attendait pas du tout étant donné le synopsis. C'est fou, mais également très hors sujet, et vu que c'est filmé comme un film amateur et que tout ressemble à un film de vacances lambda, eh bien... on s'emmerde et on attend les meurtres qui sont, comme vous pouvez le constater, sublimes. En plus, c'est encore pire qu'un film de Polonia en termes de scènes rallongées artificiellement, avec de longs plans sur des décors, des stock shots ou des personnages qui marchent en silence. Pitié, ce film aurait duré une demi-heure sans ça et son générique bien trop long. Space Sharks, c'est l'un des boss finaux du navet de requin. Et pourtant, il y en a quelques-uns. Ce n'est jamais drôle, c'est super long, on a l'impression d'assister à tout, sauf à un film de requin, peut-être parce que, loin de nager dans un océan, il marche sur la terre ferme. C'est chiant et c'est moche. C'est donc un parfait représentant de mon flop de fin d'année. I get knocked down.
Allez, c'est parti pour le roi des films nuls de 2024. Easter Evil de Jared Masters, l'un des premiers longs métrages que j'ai vu cette année, pour mon plus grand bonheur. Et au fond de moi, je savais que ce serait l'un de mes plus gros flops, alors que je l'ai vu dès janvier. Que de plaisir. Nous y suivons deux gogo danseuses, dont l'une est jouée par le réalisateur lui-même, à Las Vegas, qui sont poursuivies par un lapin de Pâques maléfique. Bref, dans Easter Evil, rien ne va. On n'est pas loin du film amateur, à la différence que pour le regarder, c'est payant. Et c'est une belle façon de jeter son argent par la fenêtre, croyez-moi. Ça se veut sexy, mais c'est juste super vulgaire et ça fait bien baraki, comme on dit chez moi. Ça se veut drôle, mais c'est juste gênant. C'est un film de Pâques sorti en plein janvier. Le lapin en question est... j'ai plus les mots. Easter Evil fait passer Leprechaun 3 pour un film de Tarkovsky. Les dialogues sont horribles, à croire qu'ils sont improvisés par des gens qui n'ont jamais été comédiens, il n'y a pas d'étalonnage, le mixage sonore est aux fraises, tout est à jeter quand ce n'est pas juste incompréhensible. Donc, pour ma part, c'est bien le plus mauvais film d'horreur de 2024. Et à mon avis, vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu, et je crois que c'est pour un mieux. Et voilà qui close ce flop 10 des pires films d'horreur de 2024. J'espère qu'il vous aura un petit peu amusé, car oui, c'est tout de même l'objectif principal de ce genre de vidéo. On se retrouve très rapidement pour la vidéo top, autrement plus intéressante que celle-ci, j'espère, histoire de parler un petit peu de bons films. C'est quand même plus agréable. Donc, à très vite, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.